Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Docteur Futuro. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'avoir comme invité Laurent Alexandre. Merci d'être venu en tout cas, c'est super. Alors je ne Bonjour. sais pas si on te présente encore, et voilà, tu es chirurgien urologue de formation, également entrepreneur, essayiste et futurologue. Donc, tu es auteur de plusieurs livres à succès, comme La mort de la mort, La guerre des intelligences. Et là, tu viens de faire en fait une suite à ce livre qui s'appelle La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT, un livre qui a été motivé par les récents développements de l'intelligence artificielle. Donc ma première question, c'est est-ce que tu penses que cette fois, les hivers de l'IA sont finis? Est-ce qu'on rentre vraiment dans un été ou un printemps de l'IA sans fin? Comme d'ailleurs tu en parles un petit peu dans ton livre. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est différent par rapport à avant? Alors, ce qui est différent par rapport à avant, c'est qu'on est finalement pas si loin de l'AGI, de l'intelligence artificielle générale, même si on n'est pas encore. Et ça, c'est une nouveauté qui n'avait pas été prévue finalement et qui a été une surprise pour tout le monde. Si on avait demandé il y a 365 jours aux 1000 meilleurs experts de l'IT dans le monde, quel sera le sujet chaud dans un an, moins de 10, à mon avis, auraient dit les LLM. Et les chatbots de la génération GPT-4. Donc ça, c'est une énorme surprise. Alors, est-ce qu'il peut encore y avoir des hivers de l'intelligence artificielle avec des promesses déçues, avec des échecs, avec des déceptions? Bien sûr. Si on regarde froidement le paysage, il y a 4 scénarios. Le premier scénario, c'est qu'il y a un plafond de verre un peu au-dessus de la version 4.5 multimodale de ChatGPT. Le deuxième scénario, c'est qu'il n'y a pas de plafond de verre IVDIA, on progresse, mais on n'arrive pas jusqu'à l'AGI à l'horizon de 2030. Le troisième scénario, on arrive à l'AGI relativement rapidement, entre 1000 et 2000 jours, ce qui est le scénario médian de pas mal des experts, pas de tous, mais de pas mal. Puis le quatrième scénario, c'est qu'en réalité, on reste très peu de temps à l'AGI et on atteint très vite la superintelligence dans les 10 années qui viennent, comme Sam Altman l'a écrit il y a maintenant à peu près un mois, en expliquant qu'il était convaincu que la superintelligence serait là avant 2033, avant une décennie. Donc on a 4 scénarios. À mon avis, euh, lequel Est-ce va se est-ce produire? est-ce que, comme, Lequel? Geoffrey Hinton, l'un des pionniers de l'IA connexionniste, qui en fait, il a récemment en fait changé son avis sur l'intelligence artificielle. Au début, il pensait que le niveau humain, on allait l'atteindre, d'ici 20 à 30 ans et maintenant il pense que c'est dans les 5 à 20 ans. Est-ce que, comme lui, tu as changé ton avis sur l'arrivée, de l'IA de niveau humain? Alors si je reprends mes 4 scénarios, plafond de verre prochain, avec un nouvel hiver finalement, progrès sans atteindre l'AGI, AGI proche et superintelligence proche, en passant par la case AGI, bien sûr. Si on prend ces 4 scénarios, moi, j'ai tendance à croire plutôt au scénario 2, c'est-à-dire à des progrès importants, mais sans atteindre l'AGI rapidement. Je suis plutôt un peu plus pessimiste que le consensus. Mais comme tout le monde, j'ai changé d'opinion. Mais Mmh. peut-être que comme tout le monde, je m'emballe et qu'en réalité, on ne va pas diminuer suffisamment les hallucinations pour industrialiser les LLM. Les modèles dont parle Yann Lequin derrière les LLM ne vont pas arriver aussi vite que certains l'expèrent et qu'on va effectivement avoir un espèce d'hiver, enfin un hiver relatif, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire avec les LLM du niveau de la version multimodale de ChatGPT qui est en retard parce qu'ils ont un problème de data center, ils n'arrivent pas à construire leur nouveau data center assez vite, mais qu'on devrait quand même avoir d'ici l'automne. Donc oui, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis parce que j'ai été dans mon domaine particulier qui est la médecine frappé. Ce que GPT-4 fait bien, c'est-à-dire d'analyser un dossier médical avec des abréviations, avec de l'argot, avec du patois, avec des mots mal écrits, en données non structurées, non structurées dans la classification internationale des maladies, etc. GPT-4 arrive à interpréter le dossier et à y répondre.
Qu'une intelligence artificielle puisse interpréter un dossier médical bordélique, pourri, multilingue, avec des expressions exotiques, avec des mots coupés en deux, avec des mots mal écrits, avec une syntaxe pourrie, et arrive à faire un diagnostic, moi, je n'imaginais pas ça possible avant 2040. Mmh. Donc oui, comme tout le monde, je suis passé à côté, enfin comme tout le monde, sauf quelques experts dont je ne fais pas partie. Je suis passé à côté de l'extreme scalability des LLM, mais les progrès très rapides qu'on a observés ne signifient pas nécessairement, que l'AGI est au coin de la rue, même si collectivement on a tendance à le penser parce que cette accélération crée un effet de halo qui nous pousse à croire que les progrès vont continuer rapidement, ce qui n'est pas une certitude. Et tu penses quoi du coup, du dernier papier qu'ils ont sorti OpenAI? Je pense que tu l'as vu. Ils parlaient justement, du fait qu'ils avaient réussi à réduire les hallucinations, sur les LLM. Tu penses quoi de ça? Est-ce que tu penses que c'est vraiment, réaliste? Les hallucinations ont pas mal baissé. Dans GPT-4, on le voit bien, le taux d'hallucination est inférieur à ce qu'il y a dans GPT-3, mais il en reste avec des conséquences, assez mortifères comme on a pu le voir en droit avec cet avocat qui ne savait pas que ChatGPT avait des hallucinations. Je ne sais pas s'il a utilisé la version 3 ou 4, mais très naïvement, il est allé au tribunal heu, avec une copie entièrement écrite par ChatGPT qui avait inventé les jurisprudences et il ne s'est pas rendu compte, il n'a pas checké parce qu'il ne connaissait pas le problème des hallucinations, ce qui prouve qu'il était très naïf et pas très geek, en plus d'être une grosse feignasse, bien sûr. Et oui, on assiste à une baisse des hallucinations entre GPT-2, qui n'a pas été grand public, hein, mais qui a circulé parmi les spécialistes, et GPT-4, la baisse est très importante. Certains experts disent qu'on pourrait avoir une difficulté à beaucoup baisser les hallucinations et que quand on augmente le nombre de paramètres, on peut peut-être même avoir des effets contre-productifs, c'est-à-dire voir réaugmenter les hallucinations, peut-être. Je Mmh. suis incapable de juger des points aussi techniques, sur un sujet que je ne maîtrise pas. Mais j'observe une baisse du taux d'hallucination. Je vois que dans des domaines comme le droit ou comme la médecine, il y en a encore trop. Jusqu'où on va baisser? Est-ce qu'il restera toujours des hallucinations dans un LLM? C'est un petit peu ce que craint Yann Lequin, je ne le sais pas. Le niveau d'hallucination de GPT-4 en médecine, il est acceptable, mais il suppose que les médecins, checkent les données derrière, vérifient. Certains vont faire comme notre avocat qui s'est ridiculisé aux États-Unis. Certains ne vont pas vérifier ce que dit le LLM, que ce soit en médecine ou ailleurs, et on aura quelques histoires cocasses ou graves, parce que dans le domaine de la médecine, écouter une hallucination de ChatGPT peut quand même tuer le malade, si Oui, on c'est vérifie. sûr. Et tu as vu les dernières, annonces de Meta par rapport à leur nouveau projet, de computer vision avec, une intelligence artificielle vraiment, où ils disent carrément, ils pensent que dans les 10 ans, ils vont réussir à faire une IA de niveau humain. Yann Lequin d'ailleurs, hein, était invité, dans l'article que j'avais vu par rapport à ça. Beaucoup des experts et beaucoup des boîtes qui travaillent dans l'internet, qui travaillent dans l'intelligence artificielle sont convaincus que ce qui manque à l'IA, c'est une connaissance du monde. C'est-à-dire d'avoir un modèle du monde physique, hem, d'avoir des sens, puisque jusqu'à présent l'IA, contrairement à nous, comme, l'a bien expliqué Lacan, elle ne se cogne pas dans le réel. Et jusqu'à présent, le modèle du monde réel était très mauvais. Alors il s'est beaucoup amélioré avec GPT-4, hein. On a tous vu ces exemples, notamment l'exemple où on demande à GPT-3 et GPT-4, quand on met dans une tasse de café, quand on met un dé à coudre et qu'on met un diamant dans le dé à coudre, qu'on transporte sur une chaise
la tasse de café, qu'on renverse la tasse de café sur le lit, qu'on redescend la chaise avec la tasse de café dessus dans la cuisine, on pose la tasse de café sur l'évier, on demande à GPT-3 où est le diamant, GPT-3 dit le diamant est dans la tasse de café, GPT-4 dit le diamant est tombé sur le lit quand on a renversé la tasse de café sur le lit. Il y a eu un progrès important entre GPT-3 et GPT-4 dans la connaissance du monde, qui va encore être amélioré grâce au modèle multimodal, puisqu'on va pouvoir en entrée mettre des vidéos, du son, des images, et surtout, les vidéos, c'est important parce que ça permet de comprendre les interactions que les objets ont dans le monde, et ça devrait améliorer le modèle du monde, qui est aujourd'hui très embryonnaire, que certains estiment être une propriété émergente, mais il y a débat là-dessus. Il y a des gens qui, comme tu sais, ne croient pas qu'il y ait des propriétés émergentes dans les LLM. Mmh. On va probablement, grâce à toutes ces techniques, avoir des IA qui ont une meilleure connaissance du monde, même si je ne suis pas certain qu'elles aient une connaissance du monde aussi bonne que les humains. Car le fait d'avoir mal quand on se cogne quelque part, c'est quand même une très, 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 très bonne école du monde réel. Alors, ça devrait pouvoir aider à faire une IA de type AGI, bien sûr, d'avoir une IA qui a un modèle du monde, c'est très clair. Et puis surtout, ça devrait permettre d'améliorer la robotique. Alors, tu sais que les voitures autonomes de niveau 5 ne sont toujours pas là. Avec ce type On d'IA, attend toujours. elle pourrait progresser, mais est-ce qu'on va accepter de mettre dans des voitures des LLM avec des hallucinations qui vont confondre un 38 tonnes avec une marguerite? C'est pas certain non plus. Je crois que le débat est très ouvert. Il va y avoir beaucoup d'effets d'annonce parce que Google et Facebook ont en réalité pris beaucoup de retard, hein. En privé, les gens de Facebook et de Google reconnaissent qu'ils ont un an de retard sur OpenAI, hein, sur GPT-4, qui est un produit absolument exceptionnel. Donc les gens vont avoir besoin, pour ne pas baisser en bourse, de faire des effets d'annonce. J'attends de voir. Parce que Justement, tu dans l'ambiance actuelle, on a vu comment Google d'un côté et Baidu aussi ouais. ont perdu chacun 100 milliards de dollars de market cap lorsqu'ils ont présenté leur LLM maison. On voit la pression boursière qu'il y a à la fois chez Meta et chez Google. Du coup, en fait, justement, tu mentionnes souvent une course à la super intelligence artificielle et comment, en fait, cette, course va affecter le monde dans les prochaines années et surtout même, au niveau géopolitique. Est-ce que l'IA pourrait vraiment avoir un impact, par exemple, sur la guerre, qu'il y a notamment en ce moment en Ukraine? Alors, tu as 2 aspects à ta question. Le premier aspect, c'est l'aspect géopolitique. Est-ce que l'IA va changer la guerre? Bien sûr. Personne de sensé va envoyer son gamin face à un robot doté de GPT-12 en 2035 sur le champ de bataille. On rentre dans une guerre des drones. Il restera des hommes de ci et là, mais de façon très limitée. On n'acceptera pas, enfin, je dis ça en tant que père de famille et en tant que citoyen, on n'acceptera pas d'envoyer nos gamins se faire tuer face à des robots à la guerre. Donc, le robot d'IA aura une supériorité face aux êtres humains, à mon avis, assez forte. Et surtout, le robot est reproductible alors que nos gamins sont moins reproductibles et ont une valeur qui est sans commune mesure. Et puis, il y a le deuxième aspect à ta question, qui est la dimension économique et géopolitique, indépendamment de la guerre. Il est clair que si on a de l'AGI ou de la superintelligence, on a une révolution de l'économie. Les pays qui disposeront de l'AGI auront une croissance extraordinaire, un développement technologique extraordinaire, rentreront assez rapidement dans une société transhumaniste, voire post-humaniste avancée, qu'on en soit satisfait ou qu'on panique parce qu'on est affolé par l'arrivée d'Homo Deus. Mais l'AGI entraînera une explosion technologique. Et donc, ça aura des conséquences économiques, politiques, mais aussi géopolitiques. Les pays les plus en avance prendront le lead, à moins qu'on aille vers un gouvernement mondial, ce que je ne crois pas et ce que je ne souhaite pas.
Ouais, ça va être compliqué, je pense. En ce moment, au niveau géopolitique, c'est un peu compliqué. Tout est compliqué, Ouais. gérer une AGI, c'est pas non plus fastoche. Et du coup, pour en revenir à la conscience artificielle, est-ce que parmi les capacités qu'on voit des LLM, est-ce que la conscience artificielle pourrait être une capacité émergente, d'après toi? Ou est-ce qu'on va devoir changer totalement d'architecture? Je suis pas sûr qu'on ait besoin d'une IA dotée de conscience artificielle. Avec mes gamins, j'ai longuement débattu de la conscience de GPT-4 avec GPT-4. GPT-4 n'a bien évidemment pas de conscience artificielle, mais il est capable de parler de sa conscience. Il est capable d'en débattre en ayant recours à Descartes, à Kant, avec des analyses, philosophiques de haut niveau et pourtant il n'a pas de conscience artificielle. Mmh. Donc, une IA peut faire des prodiges sans conscience artificielle. C'est d'ailleurs la grande surprise. Donc le sujet n'est plus: on a besoin de conscience artificielle pour faire une AGI. On peut avoir une AGI sans aucune conscience artificielle, ce qui ne signifie pas forcément qu'elle n'aurait pas d'agenda propre et qu'elle n'aurait pas d'agentivité, au sens anglo-saxon du terme. Donc il faut qu'on redessine notre cartographie des intelligences artificielles, parce que jusqu'à présent, on avait deux axes. On avait les petites IA faibles, puis l'AGI, l'intelligence artificielle, l'IA forte. Et on avait tendance à penser que l'IA forte était forcément dotée de conscience artificielle. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut probablement avoir une AGI sans conscience. Peut-être Mmh. même une superintelligence sans conscience artificielle au sens humain du terme. La conscience est un concept extrêmement anthropomorphique, qui est une création de l'évolution darwinienne, euh, qui nous permet de synthétiser le monde de manière à survivre, mais ça n'est pas obligatoire Mais, pour une intelligence. En tout cas, GPT-4 nous montre qu'on peut faire des choses extraordinaires en ne sachant pas qu'on existe, mais en étant capable de parler du fait qu'on n'existe pas, qu'on n'a pas de conscience. Et d'ailleurs, dans l'expérimentation que j'ai fait avec mes gamins, c'est assez drôle parce qu'à la fin, GPT-4 dit: et tout cela est la preuve absolue que je n'ai pas de conscience. Et ça fait assez drôle de voir un ah, objet, une entité dire je, même si elle a été codée pour ça, c'est vrai, c'est et, et, étrange. et parler de son absence de conscience. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est pour un objet dénué de conscience comme GPT-4, d'être capable de dire, toujours dans la même discussion, euh, mon existence montre que Descartes s'est trompé partiellement dans je pense donc je suis. Mon existence contredit le cogito cartésien, mais et GPT-4 ajoute, mais cela ne signifie pas que je conteste globalement la philosophie cartésienne. Il y a des aspects de Descartes qui me semblent importants et intéressants et que je reconnais, et la philosophie cartésienne et les sciences cartésiennes ont contribué au développement des mathématiques avancées et donc de l'intelligence artificielle. Euh, c'est assez drôle de voir GPT-4 être capable de discuter de Descartes et être capable de faire le tri de son point de vue euh, sur les apports de Descartes et sur les erreurs de Descartes. Tout ça en étant théoriquement uniquement un prédicteur du mot suivant, c'est très troublant. Et je comprends le débat actuel entre l'équipe du MIT et l'équipe de Stanford, entre ceux qui pensent qu'il y a des propriétés émergentes et ceux qui pensent qu'il n'y a pas de propriétés émergentes dans GPT-4 et que ça reste un prédicteur du mot suivant. Et justement, j'avais une question, en fait. Est-ce que tu penses pas plutôt qu'on assiste à une nouvelle forme, peut-être de conscience? Une conscience qui se base, en fait, sur tout le savoir humain sur Terre, de toute la noosphère, justement? Est-ce que ça serait pas une chose qu'on pourrait envisager?
C'est une question difficile. Qu'on soit en train de créer une noosphère, c'est 100 ans après, la définition de la noosphère par Teilhard de Chardin et 2 de ses collègues, c'est une certitude. Après, est-ce que la noosphère a une conscience propre ou pas? Quelle est sa nature? Moi, je ne sais pas. Je pense qu'on a très, très peu travaillé sur la structure de la noosphère, c'est-à-dire de cette fusion, prévue par Teilhard de Chardin entre les cerveaux biologiques et les machines et je crois qu'il serait urgent, que les philosophes réfléchissent, parce qu'on enfin les philosophes et les chercheurs en IA, qu'on ait une théorie générale de l'intelligence qui nous permette de mieux piloter la noosphère. Mais pour ce qui concerne les philosophes, on est mal barré parce que les 5 derniers philosophes avec lesquels j'ai débattu de ChatGPT ont fini par m'avouer hors antenne qu'ils n'avaient jamais essayé ChatGPT. Donc, quand vous voyez, tous ces philosophes qui parlent de l'intelligence artificielle dans les médias, vous pouvez être sûr qu'il y a 99 de chances qu'ils n'aient jamais essayé. Ils sont complètement hors sol. Ouais, Heu, ils sont à la ramasse. c'est assez fascinant. Il y a quand même une exception. Luc Ferry, se sert beaucoup de GPT-4 et connaît bien le sujet. Mais à part Luc Ferry, tous les autres philosophes sont assez ridicules lorsqu'ils parlent de ChatGPT. D'ailleurs, j'en ai engueulé plusieurs en leur disant, qu'ils étaient assez irresponsables. Alors du coup, j'avais une question aussi, ben, tu as entendu parler du moratoire qu'il y a eu de 1 000 personnes récemment et justement, on avait vu Elon Musk dans la liste des noms et une semaine après, comme par hasard, en fait, on le voit, ouvrir une entreprise pour concurrencer OpenAI qui s'appelle X.AI. C'est assez curieux, en fait, ce discours un peu paradoxal chez Elon Musk, il a vraiment peur de l'intelligence artificielle, mais en même temps, il a envie de la faire pour la cadrer. Qu'est-ce que tu en penses de cette situation? Alors, je vais pas trop critiquer Elon Musk parce que je veux pas qu'on ferme mon compte Twitter. Heu, c'est second degré, bien sûr, hein. Ouais, je Heu, sais. je suis très troublé par Elon Musk. Sur le vaccin, il a tenu des propos complotistes complètement délirants. Ouais, j'ai vu Sur là, il y Fau a une semaine, ouais, sur Twitter. sur Fauci, qui est le numéro 2 du NIH aux États-Unis, il a dit des horreurs en disant que Fauci avait été responsable de la mort de millions de personnes. C'est totalement irresponsable, c'est totalement faux, c'est complètement crétin. Il a repris les arguments de l'extrême droite quanoniste les plus bêtes, les plus veules. Heu, c'est très perturbant. Et sur le domaine de l'IA, je suis aussi perturbé par Musk. Comme tu l'as souligné, en même temps, il pousse à un moratoire avec tous les gens en retard, c'est-à-dire les gens de Facebook et les gens de Google. C'est une Heu, stratégie pour gagner du temps, c'est une peut-être? stratégie pour gagner du temps et on apprend quelques jours après le moratoire qu'il a créé effectivement The Truth et qu'il a rebaptisé d'un nom, très étrange, depuis, un nom qui ressemble d'ailleurs, au nom d'un de ses enfants et là, il nous dit: «Moi, pour protéger l'humanité, je vais faire une super intelligence. Je vais faire une intelligence artificielle qui a une compréhension globale, générale du cosmos, qui va tellement bien comprendre le cosmos, l'univers, qu'elle va respecter l'humanité parce que l'humanité est une part du cosmos et donc elle ne va pas nous attaquer». C'est un propos totalement délirant. À la fois, il nous explique qu'il faut faire un moratoire parce que GPT-5 serait très dangereux et et en même temps, il veut construire une hyper super intelligence ayant une compréhension globale de l'univers et donc une espèce de super intelligence, dotée de conscience artificielle cette fois-ci, en expliquant que c'est le meilleur moyen de protéger l'humanité. Alors, je ne suis pas du tout persuadé que de fabriquer une super intelligence ayant une compréhension globale et générale du cosmos nous protégerait parce que je pense qu'une telle intelligence nous prendrait pour des fourmis plutôt que des partenaires à protéger. Donc oui, il est très fantasque, il est de plus en plus difficile à suivre et qu'il s'agisse de ses propos complètement délirants sur le vaccin et sur la santé ou de sa stratégie très bizarre, sur, l'intelligence artificielle, j'ai franchement un peu de mal à suivre alors que j'étais un fan il y a encore 2 3 ans. Et du coup,
j'imagine que ça te dérange qu'on parle peut-être plus de la réforme des retraites que de ChatGPT dans les médias? J'imagine parce que Oui, voilà, surtout bien qu'on sûr a avec, on a vu là, il y a une semaine, il y a une étude, de l'OCDE qui est sortie et qui dit que près d'un emploi sur 4 sera remis en question par l'intelligence artificielle d'ici 10 ans. Donc j'imagine que c'est un sujet, urgent, normalement. oui, alors j'ai écrit un papier dans Le Figaro avec mon copain Olivier Babot pour, expliquer que, ChatGPT était plus important que la réforme des retraites, donc je suis convaincu qu'il faut s'occuper des sujets d'IA. Quant aux prévisions de destruction d'emplois, jusqu'à présent, 100 se sont révélées fausses, hein, dans l'histoire. Donc ces prédictions, bien sûr, se révéleront fausses, parce qu'on connaît très, très mal les enchaînements qu'il y a sur le marché du travail. Et puis d'autre part, on rentre dans une période de forte croissance, grâce aux progrès technologiques et scientifiques. Donc, beaucoup d'emplois vont être créés par la croissance. La décroissance des écologistes, c'est fini. La décroissance, de Sandrine Rousseau, c'est fini. Il faut bien comprendre que, nous allons entrer dans une période d'augmentation de la productivité, même si on n'est pas encore capable de la mesurer. Et cette explosion des startups, cette explosion des entreprises de technologie vont permettre de réorganiser l'économie et de générer beaucoup, beaucoup d'emplois. Donc, je pense qu'il va y avoir quelques emplois détruits, mais pas tant que ça, et qu'en revanche, il va y avoir beaucoup d'emplois. Ma crainte n'est pas qu'il y ait, trop de chômeurs en 2040, mais c'est qu'on manque d'hommes pour gérer toutes les tâches que nous allons pouvoir faire grâce à la synergie entre, l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Je pense qu'on va manquer de bras. Je ne pense pas du tout qu'on va avoir trop d'hommes. D'accord. Parce qu'en fait, il y a un métier qui vient d'apparaître avec, l'explosion de l'intelligence artificielle depuis, quelques mois là, qui s'appelle prompt engineer. Donc c'est un métier, en gros, ça veut dire ingénieur de prompt et en gros, on voit que depuis quelques mois, il y a beaucoup, beaucoup d'offres d'emploi pour ce métier. Donc c'est un métier qui demande de bien savoir parler à ChatGPT et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. D'ailleurs, Isaac Asimov, il disait, donc le créateur des 3 lois de la robotique, il disait dans l'œuvre Face au feu du soleil, il disait: «Il prévoyait que certains humains seraient plus capables que d'autres pour commander les machines, car sachant en fait, adopter le bon ton et les bonnes, formulations pour obtenir exactement ce qu'ils veulent des robots». Et c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on est en train de voir, en ce moment avec, ChatGPT. Et du coup, est-ce que tu penses que par exemple, ce métier, prompt engineer, c'est un métier qui pourrait, rester, qui va durer? Ou est-ce que tu penses que c'est un métier où les machines elles-mêmes pourraient s'auto-prompter pour remplacer les humains? Alors, je pense que c'est un métier temporaire et que les machines vont s'auto-prompter à terme. En revanche, des organisateurs de l'IA dans les entreprises, il va y avoir beaucoup de besoins et il va y avoir plein de sous-métiers qu'on n'imagine même pas pour intégrer l'IA dans les entreprises. Ça fait plusieurs années que je dis que je suis convaincu qu'on va, fusionner la direction informatique et la direction des ressources humaines dans les entreprises. Dans cette fusion entre la direction des cerveaux artificiels et la direction des cerveaux biologiques, il va y avoir énormément de nouveaux métiers, parce que l'intégration des 2 types d'intelligence va être très, très compliquée. Il va y avoir, au-delà de la grande noosphère mondiale, il va y avoir dans chaque entreprise une petite noosphère qui va être branchée sur la grande noosphère. Et cette économie cognitive, cette économie de la connaissance va générer beaucoup, beaucoup d'emplois extrêmement qualifiés pour organiser cette révolution, cérébrale, cette révolution cognitive. À terme, la Silicon Valley va devenir la Cognitive Valley ou la Cerebral Valley, tellement, l'informatique et les neurosciences vont fusionner, avec ou sans les implants intracérébraux Neuralink Neuralink, de ton ami Elon Musk. mon ami? Ouais, on va dire ça comme ça, mais pas je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit quand même. Certaines, choses que je trouve, un peu paradoxales, dans sa façon d'opérer. Et du coup, pour en revenir à ton livre, tu présentes 4 choix face à l'intelligence artificielle. Et donc tu proposes l'interdiction, l'acceptation du remplacement cognitif, la cohabitation et la fusion. Est-ce que tu peux, nous parler un peu plus, de ces choix et des implications de chacun? Théoriquement, face à l'IA, alors, s'il y a un plafond de verre derrière, ChatGPT 4.5 et qu'on ne progresse pas beaucoup,
la question ne se posera pas et l'IA sera un pétard mouillé, les IA génératives seront un pétard mouillé qui ouvre vers un nouvel hiver. Mais dans les 3 autres scénarios, développement fort de l'IA sans AGI, AGI et superintelligence, dans ces 3 scénarios, finalement, on a 3 scénarios de réponse possibles. On a l'interdiction ou des moratoires longs et forts pour bloquer l'IA. On a l'acceptation du grand remplacement cognitif, hein, pas le grand remplacement de Zemmour, mais le grand remplacement de l'homme par la machine. Certains pensent que l'homme sera effectivement le chimpanzé du futur et n'a pas lieu de se maintenir et doit laisser sa place à l'intelligence artificielle. C'est ça le grand remplacement cognitif. Après ça, tu as la cohabitation de type apartheid. La noosphère se scinde entre les cerveaux biologiques et puis les cerveaux artificiels, et il y a peu de contact. L'intelligence artificielle vit sa vie assez indépendamment des êtres humains, comme les différentes communautés raciales vivaient en Afrique du Sud. Et enfin, tu as la fusion. La fusion, c'est effectivement l'intégration complète de la noosphère avec le développement de puces électroniques de manière à ce que l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine soient totalement fusionnées. Une espèce de créolisation cognitive, une espèce de fusion, un métissage cognitif entre le neurone et le silicium. Et du coup, parmi les choix que tu présentes, Il est impossible de dire dans quelle direction on va aller. D'abord, on ne sait pas à quelle vitesse la technologie va galoper ou pas. Et ouais. derrière, on ne sait pas quels sont les enchaînements sociologiques, psychologiques et politiques. Tu vois, depuis la sortie de GPT-4, il y a un sondage, depuis la sortie de ChatGPT, il y a un sondage qui a été publié dans la grande revue Science, qui est l'une des 2 plus grandes revues, et j'en parle d'ailleurs dans mon bouquin, qui montre que 38% des Américains sont aujourd'hui prêts à faire de la sélection embryonnaire pour avoir un bébé plus intelligent, qui a plus de chances de rentrer dans une grande université. Et 28% sont prêts à franchir un pas supplémentaire et sont prêts à accepter qu'on modifie les chromosomes de leur bébé, qu'on modifie l'ADN de leur bébé pour augmenter ses chances de rentrer dans une grande université. Tu vois, l'acceptation de l'eugénisme intellectuel aux États-Unis semblait très peu probable. Et avec l'arrivée de ChatGPT, l'opinion a basculé assez fortement et assez brutalement. Donc, sur les 4 scénarios que je décris, hein, sur les 4 scénarios de réponse à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on ne peut pas dire celui qui va être privilégié par la société ou qui va s'imposer de lui-même entre des scénarios où les élites politiques et économiques prendraient le sujet à bras-le-corps, réformeraient l'éducation, investiraient dans la recherche en sciences cognitives et en sciences éducatives. Et puis un scénario où l'école se désintéresse de ces sujets-là, où l'école continue à former nos enfants au monde d'avant ChatGPT, tu dessines 2 parcours différents pour nos sociétés. Dans le premier cas, tu peux avoir une cohabitation harmonieuse entre l'intelligence artificielle et puis l'intelligence humaine. Dans l'autre cas, tu crées une société à la métropolis, avec un monde à 2 vitesses, c'est-à-dire un monde tel que Harari les a décrits dans Homo Deus et qui, pour moi, est un cauchemar absolu. Car si l'on ne diminue pas les inégalités cognitives, on sait très bien ce qui va se passer. Altman va gagner. Altman a déclaré cet hiver qu'il allait lancer une grande expérimentation de revenu universel pour les gens dépassés par ChatGPT et ses successeurs, pour les gens moins intelligents. Et on voit un peu on voit le schéma qu'on veut nous proposer. Quand tu quittes l'école, tu rentres au revenu universel en attendant de rentrer chez Orpea. Parce que bien sûr que si tu es au revenu universel, parce que tu n'es pas suffisamment compétitif face à l'intelligence artificielle quand tu as 18 ans, tu ne vas pas au bout de 10 ans ou 20 ans de revenu universel te découvrir compétitif face à GPT-50. Donc,
Rentrer un jour dans le revenu universel, c'est y rester toujours. Il y a là un vrai cauchemar politique pour moi. Et si on n'y prend pas garde, c'est ce cauchemar qu'on va générer, car nous n'avons toujours pas réfléchi à la façon de diminuer les inégalités cognitives et ça ne va pas être simple, car l'école ne sait pas diminuer les inégalités cognitives, même si c'est un tabou. L'école n'a jamais démontré sa capacité à diminuer significativement les inégalités cognitives. Or, face à l'intelligence artificielle, d'avoir des gens moins intelligents et moins doués, c'est un immense problème, car ils vont rapidement se trouver dépassés par l'intelligence artificielle. Donc, la stratégie qu'on va mener dans les années qui viennent, les stratégies éducatives, les stratégies sociales, les stratégies politiques vont beaucoup influer sur les scénarios qui vont se révéler, c'est-à-dire qui vont se révéler réels. Aujourd'hui, je suis un peu inquiet de l'absence de compréhension des enjeux par la classe politique, Ouais, je suis d'accord, ouais. des ministres du gouvernement de Madame Borne qui ont déjà essayé ChatGPT, on les compte sur les doigts d'une seule main. Il y a des gens qui comprennent les enjeux, comme Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, mais il est très minoritaire. La plupart des ministres du gouvernement ne comprennent pas cette technologie et ne l'ont jamais expérimentée. Les ministres, quand ils parlent d'intelligence artificielle, à quelques très très rares exceptions près, lisent la note écrite par leurs conseillers et ne connaissent rien du sujet. Si les élites politiques n'apprennent pas à manipuler ces outils et ne comprennent pas la dynamique derrière ces outils, j'ai peur qu'on ait des accidents sociaux, parce qu'on va se retrouver avec beaucoup de gens abandonnés et avec une société très, très, très inégalitaire. Du coup, tu en as pensé quoi de l'audition de Sam Altman le 16 mai 2023 devant le Congrès américain? Est-ce que tu vois ça vraiment comme un moment historique? Pas juste dans le domaine de l'IA, mais vraiment, au niveau mondial? Sam Altman, il décode à plein tube. Il signe des pétitions où il dit que la fin du monde approche. Il a signé le statement de 22 mots où il dit qu'il faut tout mettre en œuvre pour limiter l'extinction de l'humanité par l'intelligence artificielle. Il ameute les foules. Il déclare, ce que je cite là encore dans mon bouquin, qu'il est à peu près certain que l'intelligence artificielle va exterminer l'humanité, mais qu'entre-temps, on aura créé de magnifiques entreprises, etc. Donc, il affole l'opinion. Et puis après, il s'inquiète quand il y a des réactions politiques. Et les AI Act européens, il a contesté, il a même dit que ChatGPT pourrait se retirer d'Europe si la législation européenne était trop forte. Donc d'un côté, il demande une législation ultra forte pour éviter la fin du monde, et après, quand on met en place des législations, il hurle à la mort. Ce garçon devrait, qui est génial par ailleurs, devrait être moins brouillon et avoir une stratégie plus cohérente. Il ne peut pas à la fois expliquer que la fin du monde est au coin de la rue et s'inquiéter que l'Union européenne régule l'IA, même si personnellement, je pense que le texte de l'AI Act européen est complètement con, dépassé et a été bien évidemment écrit avant la release de ChatGPT 3.5. Donc, il est déjà dépassé ce texte, il devrait être réécrit. Mais ce ne sera probablement pas le cas parce que l'expertise en intelligence artificielle de l'Union européenne est assez modeste, pour le dire Après gentiment. si ça tourne mal, faut quand même s'imaginer que Sam Altman pourrait être la personnalité la plus détestée du monde. Donc c'est fou de se dire ça, Je aussi. suis, je suis sûr qu'il adorerait ça. Ah, d'accord. OK. Et du coup, si une interdiction totale de l'IA avancée était mise en place, tu penses pas que ça pourrait être, simplement un moyen de pousser le développement, par exemple, de ces technologies dans l'ombre, sans réglementation ni supervision? Oui, bien sûr, parce que bon, il faut bien sûr des data centers pour créer de l'IA, mais c'est quand même pas le projet Manhattan, c'est pas la bombe atomique. On peut développer un LLM de façon assez discrète, hein, et, on n'a pas besoin de réunir, comme le projet Manhattan, des dizaines de milliers de techniciens et de chercheurs de haut niveau. On peut faire ça avec des petites équipes. Donc, on aurait bien sûr des développements offshore. Surtout, on aurait un développement accéléré en Chine avec un avantage géopolitique, scientifique et économique absolument dingue
données à la Chine, alors même qu'aujourd'hui, la Chine est en retard, pour des raisons politiques. C'est que les LLM chinois doivent respecter la doctrine du Parti communiste. Ça a été réaffirmé par le président Xi Jinping le mois dernier. Donc, ça oblige à beaucoup de contorsions qui abîment l'efficacité du modèle. Et d'autre part, comme on ne peut pas mettre de données contraires au régime, il n'y a que des données chinoises en mandarin qui sont intégrées. Il y a quasiment zéro données dans d'autres langues. Or, on sait bien que les LLM sont beaucoup plus performants quand ils sont multilingues que quand ils sont monolingues, de même qu'ils sont beaucoup plus performants quand quand ils traitent de tous les secteurs du fait du transfer learning, même si le concept du transfer learning est pas parfaitement circonscrit, il y a une supériorité des LLM qui traitent de tous les domaines par rapport aux LLM spécialisés. Ça a notamment été démontré en mathématiques. Un LLM qui a été éduqué avec des données très généraliste et pas seulement mathématique, est très supérieur à un LLM qui n'a été éduqué qu'avec des données mathématiques. Donc la Chine, qui, pour des raisons politiques, limite le dataset d'éducation de ces LLM, a aujourd'hui probablement autour de 2-3 ans de retard. Mmh. Et je pense que je suis assez d'accord et aussi, je pense que la Chine aura toujours un certain train de retard aussi dans l'IA par rapport aux États-Unis. Parce que, en fait, je pense que la Chine, c'est pas forcément, un pays qui va attirer, les cerveaux et je pense plutôt que, les États-Unis ont plus tendance à vouloir attirer les cerveaux que la Chine. Parce que voilà, je veux dire, je pense qu'un chercheur n'a pas trop envie de vivre dans un pays totalitaire non plus, quoi. Donc, sur ça aussi, ça peut limiter aussi, je pense. Oui, il est clair que la vie en Californie, même si les États-Unis ont plein de défauts, la vie en Californie, c'est plus rigolo que la vie en Chine. euh, dans le totalitarisme chinois, avec une vie culturelle qui est quand même très pauvre et qui est très, très contrôlée par le parti. Donc là, on a un énorme avantage en termes de soft power et d'attraction des cerveaux pour les États-Unis, voire pour l'Europe, si elle augmentait son investissement en recherche et si elle se lançait dans la bataille, que pour la Chine. Est-ce que tu penses alors on est toujours sur le sujet, politique. Est-ce que tu penses que les prochaines élections présidentielles américaines seront impactées par les deepfakes et ce genre de choses ou d'éléments faits par l'intelligence artificielle? Est-ce que tu penses qu'il y aura vraiment aux prochaines élections quelque chose, qui va perturber les élections? On va être submergé de fausses images et de fausses vidéos, bien sûr, mais je ne sais pas si ça aura un impact si important que ça, parce que l'opinion va commencer à comprendre, hein. Et pour manipuler l'opinion, on n'a pas besoin de deepfakes, hein. Une assez large partie de l'opinion a cru les conneries racontées par Raoult sur la chloroquine, sans deepfakes, sans intelligence artificielle. Les gens sont tombés dans le panneau et ont cru ce que racontait Raoult sans réaliser, et c'est normal parce que c'est un sujet très technique, que Raoult avait complètement bidouillé les données pour faire croire à l'opinion que la chloroquine était efficace dans le Covid. Il y a encore aujourd'hui des gens qui le croient. C'est notamment le cas dans les réseaux sociaux des pro-russes. C'est d'ailleurs étonnant de voir à quel point 99% des comptes Twitter français pro-russes sont des comptes qui étaient pro-Raoult et anti-vax il y a encore quelques mois. Donc, on n'a pas besoin de l'IA pour manipuler l'opinion, pour tromper l'opinion. On l'a bien vu dans cette affaire du Covid. Est-ce qu'on va passer à un rythme supérieur? Est-ce qu'on va aggraver la crise? Probablement quand on va avoir des LLM multimodaux capables en temps réel de, 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 de ciseler un discours parfaitement adapté à l'interlocuteur et de créer à la volée une vidéo, une fausse vidéo. On n'y est pas encore, mais on y est presque. Dans 1 an ou dans 2 ans, on pourra chacun d'entre nous parler, enfin, sauf si la loi l'interdit, parler avec Macron en temps réel, en vidéo, avec un réalisme absolument stupéfiant, Mmh. avec un faux Macron, bien sûr. Et du coup, c'est quand que tu comptes, t'associer avec, Didier Raoult? En tant que médecin
en tant que médecin qui croit à la science et qui s'intéresse quand même à la santé publique, je suis scandalisé par ce qu'a fait Raoult. À Pour 2 raisons. La première, c'est que pour des raisons d'ego, que même qui ont scandalisé même sa fille, hein, puisque sa fille a donné une interview disant à quel point elle était scandalisée par ce qu'avait fait Raoult avec la chloroquine, hein. Heu, En manipulant l'opinion, heu, il a fait du charlatanisme, parce que c'est la définition du charlatanisme de faire passer un traitement non efficace pour un traitement efficace dans une maladie donnée. Puis d'autre part, il a fait croire à l'opinion qu'il y avait un grand complot de Big Pharma, des politiques, pour cacher, l'efficacité de la chloroquine et pour empêcher les gens de prendre de la chloroquine. Il a considérablement, aggravé les pulsions complotistes et c'est mal. Les Que des scientifiques rentrent dans le jeu des théories complotistes les plus connes, c'est absolument désolant. Hem Et alors, on a vu derrière Raoult des flopées, de complotistes, des flopées de complotistes parler d'un grand complot, mondial pour imposer, les vaccins ARN messagers qui étaient destinés à prendre le contrôle de l'opinion, avec des discours complètement délirants, complètement dingues. Ça m'a beaucoup perturbé. Je pensais pas qu'on pouvait aussi facilement manipuler l'opinion sans culture scientifique et je pensais pas qu'une bande d'irresponsables comme ça pouvait avoir un impact aussi fort, sur l'opinion et que les gens feraient passer leur ego, devant la santé publique et que pour passer dans les médias, ils étaient prêts à raconter n'importe quoi pour se faire mousser. C'est vraiment, vraiment désolant et Ah, c'est vrai. ça va laisser des cicatrices, hein. Je connais encore des gens qui pensent que la chloroquine est efficace, hein, dans le covid. Il y a des gens qui n'ont toujours pas compris que c'est totalement faux et que ça n'a aucune efficacité. Mmh. Et c'est vrai que justement, avec l'arrivée d'internet, on pensait, que, ça allait ramener une époque incroyable, un truc, une époque vraiment super utopiste et tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte que Internet a surtout, polarisé encore plus les discours. Et Oui, tu sais j'espère qu'avec l'IA, on va pas arriver dans ce genre de direction aussi. je cite dans mon bouquin toutes les prédictions, techno-optimiste du passé. Quand le télégraphe est arrivé, on a dit qu'il n'y aurait plus la guerre parce que les gouvernements allaient pouvoir se parler. Pareil avec le chemin de fer, pareil avec l'avion. Quand la radio est arrivée, Marconi avait dit: «Fini la guerre, la paix universelle est devant nous, car grâce à la radio, les peuples vont pouvoir communiquer et s'entendre», et cetera, et cetera. Et puis, quand internet est arrivé, on a dit qu'il n'y aurait plus jamais la guerre, que internet allait détruire les totalitarismes, que internet allait supprimer les inégalités intellectuelles parce que tout le monde aurait accès à toute la culture du monde et que comme il n'y aurait plus d'inégalités intellectuelles, il n'y aurait plus non plus d'inégalités dans le travail et d'égalité salariale, et cetera, et cetera. On est tombé dans le panneau en pensant qu'internet n'aurait que des aspects positifs. Les élites californiennes, des années 90, en créant l'internet grand public, après son invention technique au CERN de Genève, étaient persuadées que tous les problèmes de l'humanité allaient être réglés par l'internet. C'était d'une naïveté, confondante. On attendait, la paix universelle et on a, Poutine, en Ukraine. On attendait, la fin des inégalités intellectuelles. On a une explosion des inégalités avec beaucoup de gens qui sont sur le bord du chemin et qui sont, atteints d'électronisme, et cetera, et cetera. La désillusion a été, très grande. Alors maintenant, on va parler d'un sujet, qui te tient à cœur. Alors, qui te tient à cœur, parce que c'est un sujet que tu as l'air de combattre régulièrement, c'est-à-dire le sujet de la collapsologie. Et donc, si nous sommes sur le point, d'avoir un effondrement mondial comme le prophétisent les collapsologues, quel rôle la technologie et l'innovation et notamment, l'intelligence artificielle peuvent jouer pour changer ce cours d'après toi?
Est-ce que tu peux envoyer un message aux collapsologues qui nous D'abord regardent? les collapsologues et les écologistes sont en Europe les principaux responsables aujourd'hui de l'aggravation de la situation climatique. Les écologistes ont fait fermer des dizaines et des dizaines et des dizaines de centrales nucléaires. Ils ont fermé, par exemple, toutes les centrales nucléaires en Fessenheim? Allemagne et ça a été remplacé, par des centrales à gaz et des centrales à charbon et l'Allemagne s'apprête à construire 35 centrales à gaz, qui émettent, entre 400 et 500 grammes de CO2 par kilowattheure, pendant que le nucléaire n'en produit, tout compris dans le cycle de production, que 3. C'est-à-dire que les écologistes multiplient, quand ils ferment une centrale nucléaire, l'émission de CO2 par 150. En ce moment, il y a des jours où l'Allemagne émet 30 fois plus de CO2 au kilowattheure que la France. Quand il y a pas de vent, quand c'est la nuit et qu'il y a pas de soleil, évidemment, c'est pas l'éolien et c'est pas le solaire qui fabrique l'électricité, ce sont les centrales à charbon qui fonctionnent, en permanence. D'ailleurs, les Tesla allemandes, elles ne fonctionnent pas à l'électricité, en réalité, elles fonctionnent au charbon, puisque le charbon est très souvent en Allemagne la première source de fabrication de l'électricité. Donc les écologistes, ce sont des pompiers pyromanes. En même temps, ils disent: «Le réchauffement climatique est terrible» et ce sont eux qui, par la fermeture du nucléaire, entraînent, une production absolument insensée de CO2, mais il n'y a pas que l'Allemagne, il y a d'autres pays. La Belgique, sous la pression des écologistes, est en train de fermer des centrales nucléaires et va les remplacer par des centrales à gaz de la même façon. Donc, les collapsologues, avant d'affoler la population, il ferait mieux d'avoir une stratégie authentique de réduction du CO2 et non pas d'augmentation du CO2 comme ils ont aujourd'hui. Et j'invite tous tes auditeurs à aller sur Map Electricity pour voir à quel point, là où les écologistes ont gagné et ont fermé le nucléaire, la production de CO2 est absolument catastrophique, hein. Alors que la France est très vertueuse grâce au nucléaire et contribue beaucoup moins que l'Allemagne euh, au réchauffement climatique, euh, l'Allemagne et les autres pays qui ont fermé leurs centrales nucléaires pour faire plaisir aux écologistes sont des catastrophes pour le climat. Alors, au-delà de ce coup de gueule contre euh, la connerie des écologistes qui sont les principaux responsables de l'aggravation du réchauffement climatique en Europe aujourd'hui, par leur stratégie énergétique complètement dingue, complètement délirante, moi, je ne crois pas à la fin du monde. Je pense que le génie humain va trouver des solutions. Je pense qu'on va finir par stocker l'électricité, même si c'est très compliqué, qu'il va falloir sans doute, je parle de stocker l'électricité à grande échelle, il va falloir sans doute encore quelques décennies. Je pense que l'énergie de fusion va arriver, et puis je pense qu'on va stocker le CO2. On va trouver des techniques pas trop coûteuses pour stocker le CO2 et absorber le CO2 de l'atmosphère. J'ai la conviction qu'on va trouver des technologies pour diminuer la quantité de CO2 dans les décennies qui viennent. Je ne crois pas que la fin du monde soit au coin de la rue. Par ailleurs, je mets en garde tes auditeurs sur l'écologie inhumaine qui commence à apparaître, hein. Je cite dans mon bouquin ce qu'a dit Jean Covici pour les personnes âgées très malades. Il a dit, écrit, il a donné une interview expliquant que la chose la plus simple en France à faire sur le plan écologique, c'est d'arrêter de soigner les personnes âgées très malades, parce qu'il y en a beaucoup, et que ça aurait un impact immédiat. Je ne veux pas de cette écologie inhumaine qui considère que nos vieux parents malades sont une variable d'ajustement et qu'on peut, au nom de l'écologie, s'en débarrasser ou les débrancher. J'avais d'ailleurs écrit, quand Jean Covici a déclaré ça, j'avais d'ailleurs écrit un article dans l'Express, non à l'euthanasie écologique. Je suis affolé de voir à quel point les écologistes sont capables de devenir inhumains au lieu d'aller chercher des solutions technologiques à la crise climatique que je ne nie par ailleurs pas du tout. Et pourquoi du coup on voit autant, ce discours malthusien, technophobe et effondriste se développer en Europe? Les C'est quoi discours, la raison? les discours apocalyptiques, on les a toujours eus. D'ailleurs, c'est très présent
c'est l'Apocalypse selon saint Jean, hein. C'est très présent dans l'idéologie judéo-chrétienne, enfin, chrétienne en l'occurrence. L'Apocalypse, mais aussi dans la religion juive, l'Apocalypse est un point central. Il va y avoir une Apocalypse à la fin, et d'ailleurs, le Christ va revenir à cette occasion, et la fin des temps va arriver. Il y a un terreau psychologique, hein, même si nos pays sont devenus moins religieux, il y a un terrain psychologique et philosophique qui nous pousse à croire en l'Apocalypse en Occident. Et les écologistes se sont très très bien branchés là-dessus. Nous ne croyons plus en Dieu, mais nous croyons en l'Apocalypse verte, et en Gaïa, c'est un substitut quasi parfait. Justement, il y a un écologiste, assez connu qui s'appelle, James Lovelock. C'est un scientifique et environnementaliste anglais qui explique en fait, que la suprématie en tant qu'espèce, touche bientôt à sa fin et que nous allons bientôt en fait fusionner avec les machines et c'est ce qu'il explique en fait, dans son livre, Gaia Hypothesis et du coup, il explique que les machines elles-mêmes réaliseront qu'elles ont aussi besoin de vie organique pour garder la planète à une température, habitable et lutter en fait contre l'entropie. Donc voilà et donc du coup, il explique que même si la vie électronique ne pourrait pas survivre, heu, en fait, il explique que même la vie, électronique ne pourrait pas survivre à une température, trop haute, donc qu'elle ferait en sorte de toujours essayer de la réduire, de dissiper la chaleur dans l'atmosphère. Qu'est-ce que tu en penses, en fait, de cette théorie? Moi, je préférerais que nous humains, nous restions maîtres de nos destins, et donc de laisser notre destin à une super intelligence comprenant parfaitement le cosmos, comme le propose Elon Musk, ou de laisser le contrôle de nos vies à des machines qui comprendraient qu'elles ont besoin de vie biologique, trop peu pour moi. Je souhaite que nous gardions la suprématie. Donc, euh, je n'ai pas confiance dans des stratégies où on laisse à d'autres notre gestion. Je n'ai pas envie d'être réduit en esclavage, ou que mes descendants le soient. D'accord et donc si tu devais choisir, entre un avenir du coup, cyberpunk et un avenir solarpunk. Donc, pour expliquer aux auditeurs ce que c'est, le cyberpunk, c'est un genre de science-fiction qui dépeint un futur, on va dire, dystopique avec des technologies avancées et une société en décomposition gérée par des méga corporations. Et ensuite, le solarpunk, quant à lui, c'est un futur qui imagine un voilà, une utopie durable, équitable, marquée par l'harmonie entre l'homme, la nature et la société, les villes et l'utilisation d'énergies renouvelables, voire du nucléaire. Toi, tu serais plutôt de quel camp? Le camp cyberpunk ou solarpunk? Au milieu, Au milieu? je suis assez peu niais et assez peu naïf. Donc, la vision de l'harmonie avec la nature, un modèle Avatar de Cameron, j'y crois pas beaucoup. Je pense que les conflits sont obligatoires. Je pense que les oppositions sont obligatoires. Je ne crois pas à la bonté universelle et à l'absence de conflits. Donc, je pense qu'il y a toujours des oppositions politiques, philosophiques, et je pense que dans le futur, il en existera toujours. Mais je ne suis pas non plus effondriste, et je pense que l'humanité a beaucoup de ressorts pour éviter la fin funeste que les écologistes exaltés et autres ayatollahs verts nous promettent. Je voulais parler encore de la mort de la mort. Du coup, est-ce que tu penses que Ray Kurzweil, il a raison quand il dit que d'ici 8 ans, on arrivera à tuer la mort de la mort? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que tu penses Alors, que c'est, concevable? alors tuer la mort, c'est quand même très compliqué, parce que le vieillissement, c'est super compliqué, et on n'a pas compris grand-chose aujourd'hui. Je rappelle qu'on a zéro médicament disponible aujourd'hui qui augmente l'espérance de vie chez les gens non malades. On a des médicaments qui augmentent l'espérance de vie chez les malades. La chimiothérapie, ça augmente l'espérance de vie des cancéreux. Les médicaments antidiabétiques, ça augmente l'espérance de vie des diabétiques. Mais un médicament qui augmente l'espérance de vie des non malades, des vieux non malades, il n'y en a pas. Donc, on n'a pas grand-chose aujourd'hui pour augmenter significativement l'espérance de vie. Donc, vouloir tuer la mort, même si je pense, et j'écris un bouquin, La mort de la mort, parce que je pense qu'à terme, nous ne mourrons plus,
C'est aujourd'hui difficile. Alors Kurzweil a effectivement déclaré qu'il pense que la mort de la mort pourrait commencer dès 2029 à la vitesse où va l'intelligence artificielle. J'aimerais bien, parce que je commence à me faire vieux, j'ai 63 ans, donc si la mort de la mort était au coin de la rue, ce serait quand même super, je trouve, pour moi. Donc j'aimerais bien que Kurzweil ait raison, mais je suis un peu dubitatif. J'ai peur qu'il se trompe. Mais Kurzweil a une telle peur de la mort il est tellement paniqué par la mort qu'il ne peut pas s'empêcher d'espérer que la mort de la mort est au coin de la rue. J'aimerais bien, mais j'ai peur de mourir, même si je le regrette profondément parce que j'aime beaucoup la vie. Je crois que je vais mourir. Je ne pense pas que la mort de la mort sera là en 2029. Et tu penses quoi des, thérapies de reprogrammation cellulaire? On a vu que, par exemple, Jeff Bezos a investi 1 milliard dans une start-up qui s'appelle Altos, qui Oui, travaille sur, ce domaine-là. on est au tout début et je n'inciterai pas tes auditeurs à avoir trop d'espoir à court terme sur ces technologies-là qui vont demander des années à être développées et qui peut-être ne marcheront pas. Il y a des technologies sur lesquelles on a fondé beaucoup d'espoir dans le passé qui n'ont pas marché. C'est le cas des cellules souches. Il n'y a quasiment aucune utilisation des cellules souches en médecine. Pourtant, il y a 15 ans, on était persuadé que ça allait marcher extraordinairement bien. Donc, ce sont des domaines d'avenir extrêmement intéressants et je suis pour qu'on y travaille. Je ne suis pas certain que ça fasse reculer la mort après-demain matin. Et une dernière question, du coup, hem, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes générations, aux jeunes, qu'est-ce qu'ils devraient faire aujourd'hui dans le monde vertigineux qui les attend? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Être zen, jouir du monde. Mon dernier bouquin s'appelait Jouissez jeunesse. N'écoutez pas les Khmers verts, les ayatollahs. Ayez une bonne culture générale et une bonne culture scientifique. Comprenez bien comment fonctionne GPT-4 pour être complémentaire de ce type d'outils. Profitez de l'immense chance que vous avez d'exister. Exister même avec quelques souffrances, c'est mieux que le néant. Et profitez aussi du fait que vous êtes dans un continent un peu technophobe, qui a plein de défauts, certes, mais qui est l'endroit où on vit le mieux sur Terre. On vit mieux, on vit mieux à Biarritz qu'en Chine, qu'en Afrique ou qu'au Texas. Profitez de cette Europe qui est très généreuse, libérale, très ouverte, encore assez riche, où les études sont gratuites, où la médecine est gratuite, où on peut faire plein de choses. Ne soyez pas pessimiste. Il y a plein d'entreprises, plein de choses à faire aujourd'hui grâce aux technologies extraordinaires dont l'homo deus que nous sommes va être doté. Faites des études, pas spécialement des études d'informatique, parce que l'IA va coder mieux que nous, dans la plupart des cas, mais préparez-vous à vivre dans un monde qui va beaucoup bouger, mais qui va être absolument fascinant, vertigineux et fascinant. Pour la jeunesse, c'est extraordinaire. Pour les vieux, c'est un peu angoissant, mais pour la jeunesse, c'est formidable. Ah voilà, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup Laurent Alexandre d'être venu dans mon émission. Ce fut un honneur. J'espère qu'on se reverra bientôt pour discuter de Merci tous à ces toi. sujets super intéressants. Et pour mes abonnés, je vous conseille vraiment, de lire le livre «La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT». C'est un livre vital vraiment pour comprendre, notre monde et notre futur monde et je vous dis à bientôt. Au revoir.